Alors, donc ce petit exposé là sur le livre de Lénine, donc l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste signaler que ce livre a été réédité l'année dernière par les éditions Les Bons Caractères, que donc vous pouvez trouver l'édition rééditée très récemment là, un petit peu partout dans la fête, hein, si vous n'avez pas encore ce livre. Alors, cet ouvrage hein, a été rédigé par Lénine entre 1915 et 1916, alors qu'il était en exil à Zurich, hein, en Suisse. Des millions de paysans et d'ouvriers étaient à ce moment-là jetés les uns contre les autres dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et dans la plupart des pays belligérants, la plupart des dirigeants socialistes reniaient leur position internationaliste et justifiaient les buts de guerre de leurs gouvernements respectifs. Pour les combattre, Lénine voulait répondre à cette question. Comment en est-on arrivé là? Les explications à l'époque, comme aujourd'hui, elles ne manquaient pas. Les nationalistes accusaient le camp d'en face, d'autres jetaient la faute sur la nature humaine, sur celle d'un terroriste illuminé, ou encore sur la folie des gouvernements. Mais Lénine, lui, il allait au fond des choses, en expliquant que le développement même du capitalisme avait exacerbé la concurrence entre les différentes puissances et engendré la guerre pour le repartage du monde. Mais ce livre n'a pas simplement un intérêt historique. Il permet à ceux qui, comme nous, aujourd'hui, veulent renverser l'ordre capitaliste de définir une orientation politique. Le mot impérialisme, lui-même, est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces. Même Macron, le chef de l'impérialisme français, utilise ce terme. Mais que ce soit lui ou d'autres, c'est pour désigner la Chine ou la Russie. C'est pour critiquer Trump lorsqu'il déclare qu'il va envahir le Groenland ou le Canada. Eh bien, nous ne sommes pas de ceux qui utilisent ce terme de cette manière. Non, la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping, quand bien même ce sont des dictatures anti-ouvrières de la pire espèce, ce ne sont pas des puissances impérialistes. Quant aux États-Unis, ils ne sont pas subitement devenus impérialistes avec l'arrivée de Trump au pouvoir. La politique de Biden ou Obama ne l'était pas moins. Pour Lénine, l'impérialisme ne désignait pas la politique de tel ou tel dirigeant politique à un moment donné, ou une politique particulière de conquête territoriale, mais la marche normale du capitalisme, dominée par les grandes puissances occidentales depuis ses débuts, qui les poussent inévitablement à l'affrontement militaire pour que leur trust se partage le monde. Un siècle après l'écriture du livre, les guerres qui menacent de se généraliser aujourd'hui sont toujours les guerres de l'impérialisme dont parlait Lénine. En exigeant maintenant qu'ils mettent la main sur 500 milliards de dollars de ressources issues du sol ukrainien, Trump met clairement à jour les buts impérialistes de cette guerre. Piller les richesses de l'Ukraine, les réserver au trust américain et réduire la place des États impérialistes concurrents comme la France à la portion congrue. Les tarifs douaniers imposés à la Chine ou aux États européens, les velléités d'annexion du Canada ou du Groenland ne sont pas que des rodomontades d'un dirigeant malade. Les capitalistes américains ont beau être les plus riches du monde, avoir accumulé des capitaux à un niveau inédit, ils se heurtent aux limites du marché solvable. Pour trouver où les investir, elle doit pouvoir étendre, exploiter, dominer et piller encore plus le monde entier. Espérer que cette soif de domination puisse être régulée par les États ou le droit international est une illusion. Les institutions comme l'ONU ne sont que des outils politiques qui soit justifient les guerres impérialistes, comme en Ukraine, soit ne servent à rien d'autre qu'à faire croire à un règlement international improbable, comme envers Israël, qui peut massacrer impunément les Palestiniens depuis 80 ans. La guerre est la continuation de la guerre économique par des moyens militaires. Elle est indissociable de ce qu'est le capitalisme à son stade impérialiste. En plein cœur de la première guerre impérialisme mondiale, Lénine appelait à transformer la guerre en révolution pour abattre le capitalisme qui l'a engendré. Comme lui, aujourd'hui, nous pensons que l'humanité ne pourra se débarrasser des guerres dans lesquelles le capitalisme l'entraîne que par une révolution sociale. Alors, lorsque Lénine commence à écrire son livre, la Première Guerre mondiale a commencé depuis plus d'1 an.
La plupart des dirigeants des partis sociaux-démocrates ont trahi donc les idées révolutionnaires et internationalistes qu'ils prétendaient représenter en votant les crédits de guerre dans leurs pays respectifs. Ils justifiaient donc auprès de la classe ouvrière la légitimité de faire cause commune avec les capitalistes de leur pays et d'aller se faire massacrer pour eux. Ils reniaient ainsi toutes leurs idées, toutes les déclarations de dénonciation de la guerre impérialiste qu'ils formulaient depuis pourtant des années. Le Parti social-démocrate russe, dont font partie les bolcheviks, fut parmi les rares partis ouvriers qui ne capitulèrent pas. Leurs députés, à la Douma tsariste, votèrent contre les crédits de guerre et subirent en retour la répression de l'État tsariste. À partir de 1915, l'essentiel du combat politique de Lénine et de ses camarades fut de lutter contre les tendances qui avaient mené à cette déroute et qui étaient devenues le plus grand obstacle à la révolution. Ceux qui n'avaient pas abandonné l'internationalisme ont cherché, dès les débuts de la Première Guerre, à se rassembler et à proposer une politique à la classe ouvrière contre la guerre impérialiste. Des militants de toute l'Europe se rassemblèrent ainsi à Zimmerwald, en Suisse, en septembre 1915. Bien que ces militants prenaient leur distance avec les dirigeants traîtres de leur parti, ils n'avaient pas totalement rompu avec leurs idées réformistes. Ils affirmaient certes une opposition résolue à la guerre, mais se contentaient d'en appeler à la paix. Lénine tenait une autre position et affirmait que la guerre ouvrait une période révolutionnaire et qu'il fallait s'y préparer en appelant à transformer la guerre en révolution et donc non pas à la paix. C'est juste après la conférence de Zimmerwald que Lénine commence à écrire donc l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qu'il termine au printemps 1916. Il combattait en particulier les positions de Karl Kautsky, un des principaux dirigeants de la social-démocratie allemande et considéré comme un des meilleurs théoriciens du marxisme dans la Deuxième Internationale. En 1914, Kautsky s'aligna sur la majorité du Parti social-démocrate allemand qui vota les crédits de guerre avant de faire un nouveau tournant un peu plus à gauche quand la colère des masses contre la guerre l'exigeait. Kautsky développait la théorie de l'ultra-impérialisme, selon laquelle l'internationalisation de l'économie, poussée à son paroxysme, pourrait mettre fin à la concurrence entre des capitalistes de moins en moins nombreux et donc aux rivalités entre nations, pour pousser même à leur union. Il repoussait alors la révolution sociale à plus tard et affirmait que la bourgeoisie pourrait garantir la paix grâce à l'union pacifique des capitalistes entre eux. Pour Kautsky, donc, la guerre n'était pas une conséquence inévitable du développement du capitalisme, mais un choix politique de la bourgeoisie, qui aurait pu tout aussi bien choisir la voie de la paix. Le livre de Lénine est d'abord un livre de combat politique contre ce courant-là. Il a été publié légalement en avril 1917. Mais il a été écrit en 1916, compte tenu de la censure tsariste. Aussi, dans ce livre, les mots d'ordre politiques sont volontairement allusifs, et ce sont les analyses économiques qui prennent le plus de place. Néanmoins, en mettant à jour la nature économique de l'impérialisme, il permet aux militants de se convaincre du caractère inévitable d'une période révolutionnaire et de la fausseté des espoirs en la possibilité d'une société pacifiée sous l'impérialisme. Pour Lénine, le début du XXe siècle marque l'entrée donc dans un nouveau stade du capitalisme qu'il appelle l'impérialisme. Si on doit résumer en une expression ce que ça veut dire, l'impérialisme, c'est le capitalisme des monopoles. Le mode de production capitaliste a pour but l'accumulation permanente de la plus-value. Pour cela, les capitalistes exploitent les travailleurs, forcent les hommes, sans trêve ni merci, à produire pour produire. La concurrence ne leur permet pas de conserver leur capital sans l'accroître sans cesse. Pour continuer à faire des bénéfices, ils doivent élargir toujours plus le champ de l'exploitation des travailleurs. Sous le fouet de la concurrence, les capitalistes sont alors obligés de mettre en œuvre des moyens de production toujours plus importants, de valeur toujours plus grande et produisant à des échelles toujours plus larges, en investissant dans de nouveaux secteurs, en soumettant de nouveaux pays. Cette nécessité de mobiliser toujours plus de capital pour conquérir de nouveaux marchés conduit inévitablement à l'élimination des plus petits capitalistes. Autrement dit, la concurrence conduit à la concentration du capital en quelques mains et à la formation de monopoles.
Au début du XXe siècle, quand Lénine écrit, cette tendance au monopole qui était déjà observée par Marx s'accentue encore et la fait changer de nature. Une poignée, toujours restreinte d'entreprises, sont parvenues à dominer des branches d'industrie et forment des cartels, c'est-à-dire des associations de grandes entreprises, ou fusionnent en un trust géant. Ces trusts ou ces cartels ne sont qu'une poignée, mais ils écrasent de toute leur supériorité les millions de petits et moyens patrons en bloquant les débouchés, baissant les prix, les privant de matières premières, attirant à eux les meilleurs ingénieurs ou ouvriers, contrôlant les moyens de transport, en étant capables d'évaluer le marché, etc., etc. La concentration de cette production ne supprime pas pour autant la concurrence entre les capitalistes, bien au contraire. Elle la porte à un niveau supérieur, au niveau des trusts capitalistes eux-mêmes à l'échelle de toute la planète. Lénine montrait que pour continuer à faire du profit, les monopoles devaient exporter leurs immenses masses de capitaux à l'étranger, dans les pays sous-développés, où, en asservissant les peuples, les profits étaient élevés. Ces trusts se lancèrent alors dans une course effrénée pour investir partout où ils le pouvaient. Car même si l'économie avait changé d'échelle, les capitaux demeuraient à l'étroit dans le cadre du système capitaliste. À partir du début du XXe siècle, une lutte entre ces monopoles s'engagea pour le partage économique du monde qui entraînait un partage territorial du monde. C'était la lutte pour les colonies. Et pour cela, les trusts pouvaient s'appuyer sur les États nationaux dont la puissance ne faisait que de se renforcer. Car l'impérialisme, c'est aussi la soumission des États au capital. Les liens entre États et monopoles capitalistes deviennent fusionnels. Banques et trusts industriels placent leurs hommes ou leurs agents à ces sommets. En retour, après avoir passé des années au service de l'État, hauts fonctionnaires et dirigeants sont recrutés par les entreprises capitalistes qui se servent de leur relais au sein de l'État pour s'assurer son appui financier, diplomatique et militaire. L'État devient ainsi un serviteur dévoué du capital pour la conquête des marchés. Bien loin des illusions pacifistes, Lénine note que ces États deviennent d'énormes machines au service des trusts contre les peuples. Pour dévaster les économies traditionnelles des pays conquis et soumettre les peuples qui se révoltent, les États mobilisent toujours plus de moyens pour leurs expéditions militaires. Les gouverneurs et leur armée de fonctionnaires s'imposent pour organiser le vol des terres, des matières premières et des productions locales, pour contraindre les populations au paiement de l'impôt, au travail forcé et châtier tous ceux qui refusent la domination du capital européen. Au début du XXe siècle, la planète entière était ainsi mise en coupe réglée par une poignée de détenteurs de capitaux. Et Lénine ajoutait que sur la base de cette économie, les guerres entre les puissances impérialistes concurrentes seraient incessantes. La guerre était le moyen ultime d'ouvrir des marchés aux marchandises et aux capitaux en quête de profit. Puisque le marché n'est pas infini, il fallait, pour le développer, conquérir celui des autres capitalistes. Sous l'impérialisme, donc, la lutte pour le repartage du monde est sans fin. Toutes ces analyses, Lénine les adressait aux militants révolutionnaires pour combattre la politique des dirigeants réformistes qui monopolisaient alors la direction du mouvement ouvrier en France, en Angleterre et en Allemagne. Pourquoi la majorité de ces dirigeants avaient-ils trahi la classe ouvrière et fait cause commune avec leur bourgeoisie pour envoyer à la mort les prolétaires qu'ils étaient pourtant censés représenter? Lénine explique dans ce livre que l'impérialisme, avec l'enrichissement incroyable des capitalistes qu'il entraînait grâce au pillage de la planète, avait permis à la bourgeoisie de ces pays colonisateurs de faire des concessions à la classe ouvrière. Elle avait pu céder des miettes de ces immenses richesses face aux grèves et aux revendications du mouvement ouvrier. Une aristocratie ouvrière, c'est-à-dire une petite couche de travailleurs un peu mieux traités que les autres, s'était formée. Et elle était largement représentée dans les instances des syndicats et des partis ouvriers. Des courants réformistes étaient ainsi apparus au sein des partis socialistes de l'Internationale. Ils affirmaient que la révolution n'était plus nécessaire, que le capitalisme évoluait tout seul vers le socialisme, qu'une bourgeoisie nationale forte pouvait garantir des avantages à la classe ouvrière. Les dirigeants de ces organisations
avait fini par s'adapter au capitalisme. Les révolutionnaires de l'époque ont combattu ces courants. Mais c'est véritablement 1914 qui a révélé la profondeur de l'intégration de la plupart des dirigeants du mouvement ouvrier à la société bourgeoise. Pour Lénine, le déclenchement de la guerre signait l'arrêt de mort de la Deuxième Internationale. Il appelait alors la classe ouvrière à rompre avec elle et à se préparer à entrer dans une période révolutionnaire. En pleine guerre mondiale, en 1916, Lénine définissait l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme car, même s'il survivait encore, les immenses moyens de production qu'il a constitués étouffent dans la propriété des monopoles. En soumettant le monde à leur domination, ils entravent les possibilités de progrès technique et le développement des forces productives. En revanche, ils développent le militarisme pour protéger la mince couche de capitalistes rentiers oisifs vivant des placements de leurs capitaux aux quatre coins du monde. Et tout cela au prix du maintien, jusqu'à aujourd'hui, de la majorité de l'humanité dans la pauvreté et le sous-développement. Lénine démontrait ainsi que l'impérialisme ne pouvait plus revenir en arrière au capitalisme de la libre concurrence des débuts. Il ne peut amener qu'à la guerre, et de cette guerre devait sortir la révolution. Car pour Lénine, stade suprême, ça voulait dire aussi stade ultime, en ce sens qu'il l'avait amené aux portes d'une nouvelle organisation sociale qui permettrait de rationaliser l'économie mondialisée. En développant la grande production et les échanges internationaux, l'impérialisme avait en effet réalisé un pas immense en direction d'une économie collectivisée et planifiée. Les trusts et les banques internationales, les réseaux du commerce mondial étaient autant d'outils déjà prêts pour le prolétariat que celui-ci devait prendre pour en prendre la direction, pour qu'il ne serve plus uniquement à enrichir une minorité. C'est le capitalisme lui-même, en concentrant de façon extraordinaire la production, qui a jeté les bases d'une réorganisation de l'ensemble de l'économie mondiale. La nécessité de collectiviser la propriété des moyens de production est la seule manière de sortir des contradictions du capitalisme et de la barbarie vers laquelle elle mène l'humanité. Alors, si bien des choses ont changé depuis 1916, ce n'est pas sur le fond, mais en degré de putréfaction. La concentration du capital a atteint un degré inégalé aujourd'hui. Un exemple. Les encours de BlackRock, le premier fonds financier mondial, sont de près de 12 000 milliards de dollars. C'est un montant qui équivaut au PIB cumulé de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne. Quelques centaines au plus de trusts, de banques et de fonds contrôlent l'essentiel de l'économie mondiale, à service des milliards de prolétaires. Elles trustent, mais elles s'affrontent, car si elles ne sont qu'une poignée, elles restent en concurrence. Dans le secteur de l'automobile, qui est dominé aujourd'hui par une douzaine de grands groupes mondiaux, le PDG de l'un d'eux, Stellantis, déclarait que pour pouvoir continuer à faire du profit, il faudrait, je le cite, aller manger dans la gamelle du voisin. Et oui, pour cela, pour aller manger dans la gamelle du voisin, tous s'appuient sur leur État national, à leur solde, pour se livrer une guerre économique sans merci, quand ce n'est pas la guerre tout court. Ce processus est dominé aujourd'hui par l'impérialisme américain, qui a pris la place des anciennes grandes puissances, l'Angleterre et la France, aujourd'hui reléguées au rang d'impérialisme de seconde zone. Il est à l'offensive pour contenir ses concurrents et garantir à ses trusts l'accès aux ressources et aux marchés. Plus le capitalisme vieillit, plus les débouchés sont saturés, plus les capitalistes de la planète se marchent sur les pieds, et plus les dirigeants de la bourgeoisie se montrent agressifs, cyniques et prêts à tout pour assouvir leur soif de domination. Toute l'humanité se voit ainsi menacée d'être à nouveau entraînée dans une généralisation des guerres actuelles à laquelle toutes les puissances impérialistes se préparent déjà en augmentant les budgets militaires et en préparant l'opinion à serrer les rangs derrière leurs dirigeants nationaux. Pour nous, comme pour Lénine, l'impérialisme, c'est la guerre. Pour mettre fin aux guerres, comme en Ukraine, ou empêcher celles qui se dessinent avec la Chine, il faudra renverser le capitalisme, en particulier dans ses citadelles impérialistes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et bien sûr les États-Unis. Autrement dit, pour nous, qui vivons dans l'une d'elles, l'ennemi principal est dans notre propre pays.
Dans sa brochure, Lénine appelait à la révolution non seulement les ouvriers des pays capitalistes développés, mais les opprimés du monde entier, les centaines de millions de prolétaires et paysans pauvres que l'impérialisme tient sous le joug dans ses colonies, semi-colonies et pays dominés. Cette affirmation du caractère mondial de la révolution prolétarienne est toujours la nôtre. Il n'y aura pas de solution dans un coin de la planète. Les travailleurs ne seront pas protégés par les frontières nationales. Bien au contraire, le nationalisme et toutes ses variantes, du protectionnisme au patriotisme économique, ne font que les enchaîner un peu plus à leurs exploiteurs. L'intégration sans cesse plus poussée du marché mondial, le développement de la classe ouvrière dans de nouveaux pays, les guerres permanentes de l'impérialisme pour maintenir son ordre, de l'Ukraine à la Palestine, rend le livre de Lénine d'une brûlante actualité. Il nous renforce dans notre conviction que l'histoire de l'humanité ne se terminera pas avec cette organisation sociale et économique qui la mène à l'abîme, mais que l'humanité est capable de la dépasser à condition que le mouvement ouvrier renoue avec les idées révolutionnaires. Voilà, je vous remercie.